plaisir est pour moi, mesdames et messieurs, d'être encore avec vous ce dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, le plaisir est double parce que je reçois, en tout cas, c'est lui qui a été mon modèle dans ce métier de journaliste. Et ben, beaucoup disent, quand on leur pose la question, votre modèle dans ce métier, et bon, je réponds tout le temps et tous les jours, Koudoura Kassongo. Voilà, aujourd'hui, je reçois Koudoura Kassongo, qui est président du Front pour l'intégration sociale, son parti, et avec lui, nous allons débattre des temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse de vous recevoir. Moi aussi, madame. Voilà, Koudoura Kassongo, votre nom est lié, qu'on le veuille ou pas, à une sordide affaire depuis que vous êtes... vous n'êtes plus porte-parole du président de la République. Aujourd'hui, quand on dit Koudoura Kassongo, on voit chassé de la présidence, chassé comme porte-parole, il a volé l'argent des journalistes. Moi, je mâche pas mes mots, je dis tout go, c'est que les gens disent. Il a volé l'argent des journalistes, c'est pour ça on l'a fait partir. Et aujourd'hui, j'ai Koudoura Kassongo. En quelques mots, peut-il nous rétablir un peu sa version de fait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé à la présidence de la République? Très bien, madame, je vous remercie de l'opportunité que vous m'accordez pour pouvoir apporter un peu de lumière sur cette affaire que vous qualifiez de sordide, avec bien entendu l'appui de monsieur le directeur général de la chaîne. Les faits sont clairs. Vous savez, quand on est attaché à un état de droit, on défend ses droits. Et moi, je sais défendre mes droits, où que je me trouve, quoi qu'il en coûte. En effet, le 19 mai plus exactement 2009, j'avais écrit, j'ai la lettre avec moi ici, une copie de la lettre, j'avais écrit à monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, monsieur Loumano, pour protester. La lettre, elle est là. Voilà. Vous pouvez, il y a tous les cachets, il y a la date y est. Pour protester sur la façon dont il interférait dans mon service. Ça, c'est une lettre officielle. Mais il n'a pas daigné réserver une suite favorable à ma requête. Je suis revenu encore une fois à la charge. J'ai écrit une autre lettre, celle du 17 août 2009. Voici la deuxième. Tous les cachets y sont. Le lendemain, il m'écrira, donc le 18 août 2009, cessation des prestations. Comme porte-parole du chef de l'État. Voilà, comme porte-parole du chef de l'État. Et dans cette lettre, il dit que je ne suis plus dans la structure de la présidence de la République. C'est ça les motifs pour lesquels il m'écrit, lui, pour cesser de prester à la présidence, vous l'avez dit, en qualité du porte-parole du président de la République. Je signale quand même que j'ai été désigné comme porte-parole du président de la République par décret présidentiel. Donc, M. Loumanou n'avait pas qualité de m'adresser une telle correspondance. Je signale aussi qu'à la présidence de la République, il y a un règlement intérieur qui dispose que, en cas de faute, le directeur des cabinets a le droit, le pouvoir de sanctionner en ce qui concerne le blâme, l'avertissement et la suspension. Ces trois fautes, ça relève de lui. Mais la révocation, ça relève du président de la République. Donc il n'y a rien de ce qui a été... Est-ce que M. Koudoura a-t-il détourné l'argent des journalistes? Il n'y a pas... Il y a les journalistes qui nous suivent aujourd'hui. Vous êtes un modèle pour beaucoup. Est-ce que vous avez tripatouillé sur l'argent des journalistes? Je dis, les documents sont là, il n'y a rien dans le fait, que ce soit le directeur des cabinets ou l'adjoint Madame Louise Mayouma, personne n'a été avec moi dans une affaire d'argent. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, c'est du vent, c'est une cabale. C'est une cabale parce que j'étais debout pour dire de cesser d'interférer dans mon service. Voilà les faits sont là. Et votre chaîne, vous l'avez créée avec quel fonds? Mais non pour la chaîne. Mais non pour la chaîne. Mais non pour la chaîne. Mais franchement, vous pensez que ici ou ailleurs, si la présidence de la République donne des moyens pour créer une chaîne comme... Il y en existe d'ailleurs de chaînes du pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est l'individu, moi, Koudoura, qui va commencer à demander de matériel? Il y a toutes les factures ici. Toutes les factures que j'ai demandées individuellement. Regardez même la date. J'ai passé une commande en date du 7 août 2009.
Ça, c'est la note qui m'a été donnée par M. Dino. Vous le connaissez, M. Dino? Celui de... Voilà, qui est le collaborateur de M. Paretti. Les factures sont là et elles sont individuelles. Je suis au cabinet à ce moment-là. Vous pensez que si j'avais reçu l'argent ou du président de la République, ou du directeur de cabinet, ou d'un service de la présidence, on va attendre au-delà de la date du 17 février 2009 pour me sanctionner? Il n'y a pas d'argent que j'ai reçu, ni pour donner aux prêtres, ni pour donner le prêtre de Kinshasa, ni ceux de Lubumbashi, ni de je sais pas où, ni la famille du président de la République Mobutu. On a raconté des histoires. Ni détourner l'argent des journalistes. La question était claire pour les coupages. Nous, on l'appelle coupage. Le coupage des journalistes, quand ils venaient à l'époque pour leur point de presse, quand vous teniez vos points de presse, on sait toujours comment ça se termine. Tous les journalistes. Est-ce que vous l'avez pas un peu tripatouillé ce montant-là? Je peux vous dire. Le président de la République, qui était mon chef, en fait, j'ai l'avantage d'avoir comme chef, il était au courant de tous les détails. Lorsque le point de presse est organisé, il y a une liste quand même des journalistes qui sont accrédités. Et lorsque je demande un service, si on peut me donner un peu de moyens pour que mes confrères, mes consoeurs puissent rentrer dans la dignité dans leur rédaction, bien entendu, il y avait un petit déjeuner de la présidence. C'est signé, c'est signé sur document, chacun, il appose sa signature à côté de son nom. Le montant est connu, ça fait des mois et des mois, des années, ça s'est passé comme ça. Il n'y a jamais eu un détournement. Quand bien même il pouvait y en avoir, il y a des textes. Qui m'a dit que voilà, il n'y a pas, je dis ici que nous avons un règlement. Il y a un règlement intérieur. Jamais M. Loumanou, ni ses prédécesseurs, ni M. Chibanda, ni M. Bochab, ni M. Chogutundu qui m'est adressé, parce que tout est correct et tout est transparent. Avant de clore ce débat pour qu'on prenne la rétrospective proprement dite, donc après vous, il n'y a jamais eu de porte-parole du chef de l'État. Je pense qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a plus. Qu'il n'y en a plus. Ok, nous prenons le premier condensé, mesdames et messieurs. Eh ce premier condensé est lié à la SENCO. Comme vous le savez, les pourparlers du centre interdiocésain piétinent. En tout cas, jusque-là, les prêtres avaient donné leur ultimatum pour ce samedi. Mais bon, les travaux continuent toujours parce que, les accords ne parviennent pas à s'accorder pour certains détails. La société civile réagit toujours par rapport au pourparlers de la SENCO et puis le dépôt de la requête à la Cour constitutionnelle par M. Willy Michiki. Apparemment, les violences sont encore loin de s'accorder au sein de la sous-commission en charge de répartition des postes ministériels. Les discussions se sont poursuivies ce week-end loin du centre interdiocésain pour permettre aux délégués de la majorité présidentielle et ceux du rassemblement de parvenir à un compromis à présenter à la plénière. Le rassemblement et la majorité présidentielle, au moment où je vous parle, sont en train d'arrondir les angles sur la question des responsabilisations des animateurs des institutions ou de postes ministériels, ce que vous voulez. Et croyez-moi que ce n'est pas un travail facile. Vital Kamere, leader de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, estime qu'on ne peut pas parler élection au moment où la RD Congo subit une nouvelle agression. Et nous avons aussi insisté sur le fait que nous ne pouvons pas continuer à parler élection pendant qu'il y a une nouvelle agression, une nouvelle guerre qui ne dit pas son nom d'M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Ça doit être une préoccupation première de tous les Congolais, en commençant par le gouvernement. D'abord, celui qui est en place, puisque le gouvernement qui est là n'est pas démissionnaire. C'est ce que les gens n'arrivent pas encore à comprendre. Le gouvernement Sami Badibanga, jusque-là, il n'est pas démissionnaire. Dans l'accord que nous avons écrit, on n'a pas dit qu'il doit démissionner les jours où nous signons l'accord. Il doit continuer à gérer jusqu'à ce qu'on désigne son successeur et il rend le tablier. Alors qu'il gère la République. Les gens sont en train de mourir à l'Est. Et qu'on dise, s'il vous plaît, au peuple congolais, qu'est-ce qui se passe à l'Est? À noter, des sources concordantes affirment que la plénière prévue pour ce samedi se tiendra, sauf imprévu, ce dimanche 22 décembre 2017. Cet accord ne donne pas un calendrier fixe du chronogramme des élections. D'une manière un peu réservée, nous disons non. Ça vraiment,
ça tape sur la conscience. Nous ne pouvons pas trahir notre peuple. Par rapport à ça, nous voulons que nos pères spirituels puissent encore, il est encore grand temps, ils peuvent encore se remettre, comprendre quelle est la difficulté pour mettre les gens à l'aise. Parce que c'est le dernier recours. Comment voulez-vous que l'on aille se confesser devant un père spirituel en qui on n'a pas confiance? C'est dangereux. Nous voulons que les pères, qu'ils se retirent un peu en retraite, qu'ils nous mettent en confiance et que les choses puissent bien arriver et qu'ils essayent un peu de ramener les enfants dans la maison, que l'on regarde dans la même direction. L'UNANA refuse de cautionner la violation de la Constitution et décide d'engager un combat juridique pour empêcher l'application de l'accord de Saint-Sylvestre. Le collège des avocats du parti Cher Willy Michiki s'en remet à la Cour constitutionnelle où il a déposé une requête à ce sujet. Nous sommes venus ici pour interroger la Cour par rapport à l'article 5 et l'article 218 de la Constitution. Parce que conformément à l'accord que vous venez de faire allusion, là-dedans, on interdit tout un peuple à recourir à un référendum. C'est vraiment anticonstitutionnel. C'est comme ça que le parti politique INANA, représenté par l'autorité morale que vous connaissez tous, Willy Michiki, qui est notre client, nous a saisi pour enfin qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle par rapport juste à l'interprétation. Il brandit les articles 5 et 218 de la Constitution qui consacrent le recours du référendum. L'interdire à la volonté de l'accord du 31 décembre s'avère inacceptable. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle par rapport à l'article 5, interdisant le peuple congolais à recourir au référendum. Mais maintenant, c'est la Cour qui va nous départager. Au moment où la Cour est déjà saisie, automatiquement la CENCO doit cesser, doit surseoir. À présent, la balle est dans les camps de la Cour constitutionnelle dont les décisions ne souffrent d'aucune contestation. Koudoura Kassongo, avez-vous, vous, encore confiance à la CENCO aujourd'hui ou aux évêques, pour être plus précis? Bon, la confiance, on peut toujours l'avoir, mais la question ne se pose pas au niveau de la confiance, si on a confiance en eux ou pas. Mais le problème, c'est la complexité de la question. D'abord, je suis surpris de voir tout d'un coup que les évêques s'approprient le dossier, entre guillemets, de la réconciliation nationale concernant le processus démocratique. La République... Selon vous, les évêques outrepassent leur prérogative. La République démocratique du Congo, et c'est un seul peuple congolais qui l'a dit au référendum, est un État laïque. Ça veut dire que la religion ou les religions sont exclues du champ politique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous avons des institutions en République démocratique du Congo. Je peux le citer. Le président de la République, le gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. L'intervention des évêques dans le processus démocratique, alors que nous étions déjà dans l'accord du 18 octobre, montre qu'effectivement, que les institutions ont failli. Parce que... C'est le chef de l'État lui-même qui leur a demandé de rechercher l'inclusivité. En fait, le président de la République, en demandant aux prêtres de remuer ciel et terre pour obtenir l'inclusivité, ça veut dire que l'institution président de la République est faible et très affaiblie. Elle est très affaiblie du fait du pilonnage de l'opposition pendant longtemps qui avait dit que le président de la République n'avait pas qualité pour convoquer le dialogue ou pour chercher les voies et moyens en ce qui concerne les questions qui l'opposent à l'opposition.
Et donc, il s'en sort que la fonction présidentielle est très affaiblie. D'autant plus que vous le verrez, que lors des travaux du 18 octobre, le président de la République n'était pas aux cérémonies, ni à l'ouverture, il n'a pas posé sa signature, ni à l'ouverture, ni à la fermeture. Donc, la fonction présidentielle est très affaiblie. Les institutions de la République sont très affaiblies au point que ce sont les évêques maintenant qui font le travail de la politique, Le font-ils mal ou le font-ils... la nature a horreur du vide. Ils le font. On le dit si bien. La nature a horreur du vide. Ils le font le mieux qu'ils peuvent, mais je doute fort qu'ils aient tous les outils, parce qu'il s'agit ici de régler la question de la problématique des concertations politiques et de dialogue dans le pays depuis l'indépendance. Donc les évêques peuvent lâcher l'affaire. Vous leur conseillez de lâcher l'affaire et de laisser les politiques trouver eux-mêmes la solution. Non, c'est pas ce que je dis. En tant que politologue, j'observe les phénomènes politiques. J'observe que les institutions ont été abandonnées. D'abord, toutes, elles sont en transition, elles sont transitoires, toutes. Hein. Le président de la République fait un mandat, il attend un président élu. Le Premier ministre, c'est vrai qu'il a été installé, il n'est pas démissionnaire, c'est vrai, mais il attend politiquement, il y a un accord politique qui fait attendre un autre qui va venir lui succéder. Le mois prochain, les députés seront aussi fin mandat. Les sénateurs l'ont été depuis 10 ans déjà. Nous sommes dans un pays des intérimaires maintenant. Peut-être que nous, le Congolais aussi, nous le sommes aussi, ce sera les Bororo qui viendront nous remplacer. Voilà la situation du pays aujourd'hui. Et aussi, puis-je dire que même la Constitution, de mon point de vue, elle n'existe plus. Parce que quand vous regardez, par exemple... Non, Willy Michi qui est allé à la Cour constitutionnelle, vous l'avez suivi, il a dit que nous... Pourquoi on a peur? En fait, c'est le mot référendum qui fait peur. Non, il y a deux choses. Pourquoi doit-on refuser au peuple congolais le droit de faire ce référendum fait par exemple ailleurs, au Congo-Brazzaville, au Rwanda, au Burundi, on a fait un référendum? Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la ruse en politique. La ruse en politique, c'est de dire, on va organiser le référendum pour poser la question aux Congolais. Mais on va poser la question aux Congolais sur quoi? Parce que si nous examinons la constitution actuelle, madame, vous remarquerez que depuis une dizaine d'années, le président de la République avait comme Premier ministre M. Gizenga. Gizenga 1, Gizenga 2, pas de problème. Après, il a eu le Premier ministre Mouzito 1, Mouzito 2. Il a eu Matata 1, Matata 2, peut-être 3, je ne sais pas. Maintenant, il a Sami, notre ami Sami. Est-ce que vous pouvez vous rappeler, vous souvenir d'un fait quelconque qui a pu opposer le président de la République au Premier ministre? Pas du tout. Le président de la République dans notre Constitution, c'est lui qui désigne le Premier ministre. C'est lui qui relève les ministres. Il les désigne, il peut les relever. Les officiers généraux, donc la politique de la défense, c'est lui. Les entreprises de l'État, c'est lui. Il a pratiquement tout le pouvoir. On dirait même qu'on est dans un régime présidentiel, alors qu'on est dans un régime parlementaire. C'est lui présidentiel. Hein. Oui. Il n'y a rien qui lui est refusé au niveau du système politique. Au niveau des régimes politiques, parce qu'il y a quand même une différence entre un régime politique et le système politique, au niveau du régime politique, les institutions sont séparées. Mais dans la prise en compte, dans le fonctionnement même de l'environnement politique, la façon de nommer, la façon de relever, etc., le système politique, le président de la République, il a tout le pouvoir. Maintenant, en ce qui concerne votre question sur le référendum, de mon point de vue, le référendum, il ne faut pas se compliquer, c'est pas le terme français qui va compliquer les gens. Le référendum, ça vient du latin qui signifie tout simplement ferrer, porter au devant. Donc, vous portez une question au devant d'un peuple pour qu'il se prononce. Le référendum, c'est un exercice fondamental de la démocratie. Ça, c'est clair. D'ailleurs, nous l'avons fait en 2006. Mais selon l'accord, ça a été un peu mis... Nous l'avons fait en 2006, pour avoir la constitution qui est la nôtre. On l'a mis un peu au frigo voilà. Donc, sur le plan de la doctrine du référendum, donc, il y a le problème de droit, le problème constitutionnel, il y a le problème politique. Ce sont des problèmes différents en ce qui nous concerne. En ce qui concerne la doctrine, ça veut dire ce que les penseurs expriment, les politologues, les sociologues, les juristes, les constitutionnalistes, un référendum, on ne peut pas ne pas poser la question, mettons le mot référendum de côté, on ne peut pas ne pas demander aux Congolais s'ils veulent ceci ou s'ils veulent cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une république.
Mais si demain nous pensons que la fonction présidentielle peut être supprimée et que nous pouvons aller vers le fédéralisme ou vers le régionalisme, ben on peut poser la question aux Congolais, mais là, n'est pas le sujet. La question pour les Congolais, pour la majorité des Congolais, et la question, c'est la question des évêques, la préoccupation des évêques, c'est la préoccupation de l'opposition, c'est que le référendum est une opportunité, ou ça va ouvrir une opportunité au régime en place pour rester, pour glisser. Alors c'est pour ça que les gens n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que le référendum, on ne peut pas l'organiser, mais ils n'en veulent pas pour ce cas-ci. Pour ce cas bien précis. Voilà. Nous prenons le deuxième dossier, mesdames et messieurs, et bien la fonction du Premier ministre. Comme vous le savez, Vital Kamerhe l'a si bien dit, Sami Badibanga n'est pas démissionnaire, il travaille, mais selon l'accord, en tout cas du 31 décembre, le Premier ministre doit provenir du rassemblement ou de l'opposition. Donc ce dossier ici, par rapport au Premier ministre, c'est le deuxième condensé d'Info7. Arrangement particulier autour de l'accord de la Saint-Sylvestre, les violences sont loin de s'accorder, s'agissant notamment de mode de nomination du prochain Premier ministre. À la majorité présidentielle, l'on estime que seul le chef de l'État revêt des prérogatives constitutionnelles d'opérer ce choix, d'où cette exigence de la MP au rassemblement. Le rassemblement est tenu de présenter au moins 5 noms de personnalités candidates au poste de Premier ministre pour lui permettre de désigner en toute prérogative et en toute sérénité la personnalité à nommer à ce poste et appelée à être son premier et principal collaborateur. Pour départager les uns et les autres, la MP compte recourir à l'expertise d'Étienne Tshisekedi. La majorité présidentielle appelle par ailleurs le président du comité des sages du Rassemblement a pesé de tout son poids au sein de l'opposition pour épargner au peuple congolais et au processus électoral en cours les désagréments d'une crise de toute évidence voulue et planifiée au risque d'anéantir tous les espoirs suscités au sein de populations congolaises par l'accord de la Saint-Sylvestre, en remettant inutilement en cause la compétence du pouvoir législatif. La sagesse et la compétence sollicitées, mais la bonne foi de l'opposition politique décriée par la MP, qui pour elle manque d'esprit d'ouverture. Allusion faite ici à la répartition des postes du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Majorité présidentielle, opposition et société civile, cette nomenclature constitutionnelle demeure le seul critère valable à même de garantir l'équité du traitement entre les parties prenantes, martèle la famille politique du chef de l'État. L'accord est clair. On dit que le Premier ministre est du rassemblement et il sera présenté par le rassemblement. Vous savez que si nous mettons à discuter sur cette question, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Puisqu'on n'a pas mis le Premier ministre au pluriel, on a mis au singulier. Mais ceci dit, le président de la République n'est pas aussi une caisse de résonance. Ce n'est pas une boîte d'enregistrement. Il y a des conditions qui sont fixées dans la Constitution que le président doit vérifier avant de nommer le candidat présenté par le rassemblement pour voir si c'est conforme et à la Constitution et à la loi en la matière. Mais il y a moyen de trouver une position médiane entre les deux. Le rassemblement dit nous allons présenter un. La majorité dit non, pour nous c'est 5. Bon, les évêques ont dit bon peut-être 3. Mais moi je crois qu'il y a moyen de trouver une solution. Et je ne vais pas vous la révéler ici parce que ça fait partie de ce que nous allons discuter peut-être maintenant ou plus tard. Mais c'est une solution qui va arranger et le rassemblement et la majorité présidentielle et le peuple congolais. Koudoura Kassongo, quelle est l'image aujourd'hui que reflète le politique congolais aujourd'hui? On a l'impression que les Congolais, que les politiques congolais se battent que pour les postes. C'est tout bloc aujourd'hui. C'est à cause de ce poste de Premier ministre et des postes de ministre et vice-ministre dans ce pays. Tout est bloqué à cause de ça. Le blocage, ce n'est pas le fait de poste. L'analyse qui est la nôtre,
De l'opposition oui, de quel rassemblement nous sommes de la même famille. Vous savez, c'est notre... c'est comme le satellite qui, à un moment donné, il y a une rampe et qui se détache de l'autre. Bon. Mais l'opposition, d'une manière générale, en tout cas, moi je parle de la nôtre, de celle qu'on appelle l'opposition partie prenante au dialogue du 18 octobre, de l'accord du 18 octobre, le partage de rôle ou le partage des responsabilités est une conséquence de l'analyse politique. Quelle est-elle cette analyse politique? De 2011 à 2016, les institutions en place devaient prendre des mesures idoines pour organiser les élections dans le délai prescrit dans la Constitution. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. Okay. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si vous passez dans les rues avec un micro-baladeur, il est difficile de trouver des réponses satisfaisantes de la bouche des Congolais sur un seul secteur qui marche vraiment. Qu'il s'agisse des droits de la femme, qu'il s'agisse de la paix de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent n'ont pas de salaire. Et ceux qui en ont, c'est pas décent. Vous avez les entreprises aujourd'hui, 60 mois qui ne sont pas payés à Kilomoto. Vous avez 6 mois à l'OCC. Vous en avez davantage à la SCPT. Partout, des grèves ou des retards de salaire. Rien ne va. Quand vous êtes à Kinshasa, pareil. Les routes qui sont déglinguées partout. J'ai un confrère il lui manque $700 pour se faire opérer à la clinique Ngaliema. Et des problèmes sont comme ça, ils sont nombreux partout. La guerre, peut-être va-t-elle répondre encore à l'Est, avec le 1-23. Donc, rien ne va. C'est par rapport à cette analyse que nous avons dit, il faut que nous parlions avec les compatriotes qui sont au pouvoir, et ensemble, que nous puissions en dégager les conclusions, les enseignements. Puisqu'ils n'ont pas été capables d'organiser les élections et qu'ils sont fin de l'année, et il faut prendre le gouvernement, mais oui, une équipe, organiser les pas élections. seulement le gouvernement, nous, si ça devait être possible, c'est prendre, c'est aussi bien au niveau du Sénat, le Sénat, l'Assemblée nationale, partout. Parce qu'il faut impulser partout, mais ça n'a pas été possible compte tenu des intérêts évidents. Et donc, ce qu'on appelle le partage, c'est pas vraiment le mot, mais disons le partage des responsabilités pendant cette période. Puisqu'ils sont fait mandat tous, et puisqu'ils ont échoué, il faut une équipe. Quand une équipe n'a pas réussi, il faut une autre équipe quand même, pour prendre les manettes du pouvoir, par exemple, pour rechercher les fonds, pour rassembler les fonds. Quel est ce premier ministre miracle qui fera tout ça aujourd'hui? Parce que les noms circulent, mais le temps passe aussi. Oui, parce que les élections, selon l'accord du 31 décembre, c'est prévu pour fin 2017. Mais nous sommes déjà fin janvier. Donc, dans quelques jours, nous sommes au mois de février. Le temps passe. On dirait que pour nous, les Noirs, les temps, ça nous appartient, mais les temps passent. Alors, pour vous, Koudoura Kassongo, une élite de mon pays, que doit être le profil de ce Premier ministre? Moi, je l'appelle miracle, parce qu'il doit sortir de la RDC d'une situation indescriptible. Quand on parle, je donne mon point de vue, hein. Quand on parle de profil, c'est chercher l'épouse sur la tête d'un chauve. Donc n'importe qui dans ce pays peut être Premier ministre. Les rassemblements a eu l'avantage de revendiquer ses droits après l'accord du 18 octobre. Okay. Voilà. Et l'accord du 18 octobre n'avait pas prévu un Premier ministre in toute personne. Non. On a dit la primature sera cédée à l'opposition. Mais on n'avait pas de nom. Il n'y avait pas des arrangements particuliers. Mais tout le monde savait que c'était Vital Kamerhe qui devait, par rapport à son leadership qu'il avait sur le plan international, sur le plan des institutions, sur le plan de la symbolique qu'on a observé partout, c'était lui les arrangements particuliers, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que le pouvoir a trouvé une faille dans l'accord où on a dit la primature, ça va venir de l'opposition. Mais l'opposition, elle est large. Elle est plurielle, elle est plurale. Les autres, ayant vu le syndrome que moi je peux appeler l'élection de Vital Kamerhe, ils disent non, on ne peut plus demander seulement que la primature revienne dans l'opposition, mais il faut qu'on dise bien expressis verbis du rassemblement. Et à ce niveau-là, c'est le rassemblement qui doit présenter son candidat.
Alors d'où vient le fait que le rassemblement doit présenter plusieurs candidats? Ça, c'est une manœuvre. C'est une des revendications de la majorité présidentielle, parce qu'ils doivent présenter 5 noms selon Atundu Olilongo pour que le chef d'État ait, en tout cas, la latitude de choisir un Premier ministre, parce que c'est à lui que revient ce droit-là de choisir le Premier ministre. Même dans la Constitution, le président de la République désigne le Premier ministre au sein de la majorité. La Constitution n'a pas donné le nombre des candidats qui vont soumettre au président de la République des candidats. Ça n'existait pas dans la Constitution. Mais les services de l'État, les services secrets, le cabinet du président de la République peuvent proposer des candidats au président de la République, qu'il s'agit d'un tel au sein de la majorité. Ça, c'est dans le fonctionnement de l'État et c'est dans les approches des services secrets. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans la Constitution, il n'a pas été question, il n'est pas question, ni dans la Constitution et encore moins dans l'accord, qu'on présente au président de la République des candidats. Le problème n'est pas, je termine, le problème n'est pas de présenter un candidat qui lui agrée. Le problème, c'est de trouver un candidat qui effectivement peut, selon le point de vue de la position, de pouvoir incarner la dynamique qui est la nôtre. Qui incarne ça dans le rassemblement? Qui peut être je ne sais pas, parce que moi je suis pas du rassemblement, ce sont nos partenaires, mais je présume que le président Tshisekedi, il a la sagesse nécessaire pour pouvoir présenter un candidat. C'est à lui d'ailleurs il présente un candidat. Alors, parce que l'invective, on lui a presque demandé de proposer ces 5 noms. Alors quand l'ambassadeur Atundu dit qu'il faut éviter le désagrément d'une crise, la crise ne viendra pas en tout cas de l'opposition, encore moins du rassemblement, parce que le rassemblement lui présente un candidat, tout simplement. Le rassemblement a présenté qui? Félix Tshisekedi? C'est le candidat du rassemblement? Bon, j'ai entendu dire, ça peut être Félix, mais moi, Félix, il a des droits aussi, il a des droits constitutionnels comme tout le monde. Mais cette crise, pour vous, elle est voulue et planifiée? Elle est voulue. Voulue par qui? Planifiée par qui? Elle est voulue encore une fois, elle est voulue par les collaborateurs du président de la République. Parce que si on dit au président de la République que, monsieur le président de la République, le candidat vient de l'opposition et que vous formalisez l'acte, il accédera à cette demande. Mais si tout le monde tout le président va commencer à lui dire « Ah non, celui-là, surtout pas celui-là », ça ne marchera pas, bien entendu. Nous avons un accord dans lequel les tâches sont claires et précises, donc il n'y a pas à redouter un candidat qui vient de l'UDPS, qui vient de la famille du président Tshisekedi. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Et celui-ci, d'ailleurs, il va travailler, que ce soit monsieur Félix Tshisekedi, j'imagine, que ça pourrait être lui ou quelqu'un d'autre, peu importe. Mais il y a des principes, et il est président de la République, il est Premier ministre, il est entouré des ministres qui viendront soit de l'UDPS ou des autres tendances, qui viendront également de notre groupe, qui viendront également de la société civile. Donc ce Premier ministre ne fera pas n'importe quoi. De toute façon, il y a des règles là-dessus. Koudoura Kassou, vous êtes parmi vous étiez vice-ministre ou ministre? Tout à fait. Vice-ministre? Il y a 24 ans, je l'ai été. Vice-ministre? Oui. Vous étiez le seul de la communication. Oui. De la communication, avant démissionner sur le plateau. Moi, je me rappelle toujours, parce que je vous suivais, en tout cas, beaucoup. Alors, l'histoire nous permet toujours, en tout cas, le background, comme on dit. Hein. Les journalistes bien formés ont un background. Alors, le background nous permet toujours d'avoir un coup d'œil au rétroviseur et de vouloir un peu projeter l'avenir. Oui. Depuis le discours du maréchal le 24 avril 1990, est-ce que l'histoire ne se répète-t-elle pas au Congo? Oui, l'histoire. Vraiment, est-ce que on le revit selon vous? L'histoire se répète. Quand le président Kabila demande, pas directement, mais à travers sa structure, l'ambassadeur Atundu, André, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le président Mobutu devait nommer M. Tshisekedi, enfin l'acte, parce que le président Tshisekedi avait estimé qu'il n'appartenait pas au président Mobutu de le nommer, parce que celui-ci, lui, il était élu par la conférence nationale, et que le président Mobutu estimait qu'il fallait quand même un acte juridique. Je me souviens de ce que Maître Kissimango Personam avait dit encore à l'antenne pour supplier même M. Tshisekedi de revenir à la raison. Ça n'a pas marché et le Premier ministre M. Tshisekedi a été défenestré. Alors, est-ce qu'on va vivre encore le cas d'un Premier ministre qui sera défenestré? C'est l'archisme. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois qu'il faut accepter, parce qu'on a quand même un comité de suivi, il faut accepter que le candidat, parce que nous de l'opposition, est-ce que nous nous prononçons sur les candidats qui sont de la majorité?
Nous, l'opposition combat le président Kabila, n'est-ce pas? L'opposition. Parce que le combat de l'opposition, c'est l'alternance. C'est ça. Donc il y a un autre président de la République. Mais l'opposition, elle accepte le président Kabila. Elle aurait pu dire aussi que présentez-nous notre candidat, on n'a pas demandé ça. On accepte le président Kabila, on accepte les autres collaborateurs qui sont un peu perdus, qui sont partout, on les accepte. Donc, l'opposition demande le même droit, la même considération, de ne pas interférer dans les affaires de l'opposition. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, lancement du cadre des concertations électorales. Les élections, en tout cas, est un souhait pour tout le peuple congolais. Et selon l'accord du 31 décembre, probablement, ça se tiendrait en décembre 2017. Et la réaction de John Omombo, comme vous le savez, John Omombo est le communicateur du parti de Patrick Akwata. Et il parle de ce concept qui fait grand bruit. Qui fait quoi? Plus de détails dans ce condensé. Nous sommes au siège du PDC, le parti cher à José Ndondo, par l'entremise de l'interfédération de Kinshasa, dirigée par Patrick Eboyo, profile déjà des stratégies en vue de rafler des voix lors des prochaines élections du Congo. Cette entité du Parti démocrate chrétien a lancé depuis ce dimanche une structure censée réfléchir sur comment gagner les élections à Kinshasa. Patrick Eboyo, président de l'interfédération de la ville capitale, explique. L'activité d'aujourd'hui consistait au lancement officiel par les partis du cadre de concertation électorale, qui est une structure mise en place pour permettre à d'autres structures du parti d'apporter leur pierre d'édifice à toutes les stratégies que les partis doivent monter pour permettre à ces derniers de jouer un rôle éminemment important dans l'échiquier politique national à venir. L'assistance composée des cadres et membres du parti avait suivi avec intérêt l'intervention du secrétaire général du PDC, Jean de Dieu Moleka. Après avoir fait l'état des lieux des différentes fédérations du parti, les a invités à emboîter les pas à l'interfédération de Kinshasa. Denis Ngonda, président national du PDC, a quant à lui invité membres et cadres du parti au travail, ceux dans la discipline en vue des élections réussies au PDC, avant bien entendu de procéder au lancement du cadre des concertations électorales. 3 jours de séminaires sont également prévus en vue d'aiguiser les connaissances des membres du parti s'agissant des questions électorales. Qui fait quoi? C'est pratiquement un courant de pensée. C'est une campagne qui concerne tout le monde, mais principalement les acteurs politiques. Parce que il faut que les leaders communautaires agissent dans les normes, agissent selon les textes, agissent selon des principes. Nous voulons une société congolaise organisée, une société congolaise ordonnée et structurée. Donc, les acteurs politiques, dans leur prise de position, doivent savoir ce qu'ils doivent faire conformément au texte. Il ne faut pas que des individus puissent se substituer aux institutions et que l'on donne des points de vue pratiquement qui créent une cacophonie, une confusion au sein de l'opinion. Nous voulons que les acteurs politiques puissent privilégier l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils puissent œuvrer pour le bien-être du peuple congolais. C'est ça l'essentiel. C'est ça que veut le MRL, notre parti. C'est à tous les niveaux, même nous, MRL. Qui fait quoi nous concerne. Nous voulons que les choses se fassent dans l'ordre. Et qui fait quoi résume pratiquement notre projet de société comme parti politique. Parce que nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila, Lumumba a obtenu l'indépendance du Congo. Et cette indépendance doit être sur le plan politique, culturel, social et économique. M. Laurent Désiré Kabila nous dit, prenez-vous en charge. Et pour le MRL, l'auto-prise en charge, c'est traduit par le fait que le peuple doit se choisir lui-même ses propres dirigeants. Koudoura Kassango, qui fait quoi dans ce pays? C'est vrai qu'aujourd'hui, le profil, vous dites, c'est pas très important. Aujourd'hui, les études en République démocratique du Congo, c'est pas très important. Donc aujourd'hui, le parcours de ceux qui nous dirigent, c'est pas très important. Alors on se pose la question, comment
diriger ce pays si on ne connaît pas les acteurs politiques ni les acteurs économiques de ce pays? Madame, le Premier ministre, Lumumba, il a été enseigné par M. Pierre Lama et M. Damas Unga jusqu'en 5e primaire. Pas plus. Patrice Emery Lumumba. 5e primaire. J'ai des interviews que j'ai réalisées avec le M. Unga qui habitait Salongo, qui est décédé malheureusement il y a 3 ans. Il n'avait pas un diplôme, M. Lumumba. Mais il avait une vision, un leadership. M. Laurent Désiré Kabila, à ma connaissance, il n'a pas un doctorat. Une vision pour le pays. Le président Kassavubu, il avait une vision pour le pays. Voyez-vous? En revanche, aujourd'hui, les nombres d'intellectuels autour du Premier ministre, celui-ci ou d'autres, ou autour du président, les nombres, on ne peut pas compter. Il n'y a que des intellectuels. Mais quels sont les résultats dans le pays? C'est une catastrophe, c'est même une honte de se dire intellectuel par rapport à la situation dans laquelle se trouve notre pays. J'ai entendu les évêques et même tous ceux qui participent aux entretiens de discussion directe au centre interdiocésain parler de quelqu'un qui maîtrise les questions économiques. Est-ce que la question qui se pose chez nous, c'est par rapport à la personne qui maîtrise les questions économiques? Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas de maîtriser la pensée économique. Où est le problème? Le problème, c'est la qualité des hommes politiques. Un gourou dans la c'est un peu ça. Les 4 ou 5 derniers gouvernements dans le pays ont été dirigés par les économistes. Moi, je peux vous dire que M. Moussito, c'est un très bon économiste parce que j'ai eu à discuter avec lui. Avant qu'il ne soit Premier ministre, et même quand il est Premier ministre, j'ai eu, par moments, il m'a accordé des moments pour discuter avec lui. Il est très intelligent. Il est économiste. Comme Atata aussi, il est économiste. Mais ce n'est pas les diplômes qui font défaut, c'est peut-être le comportement des uns et des autres. Mais quand vous voyez la situation dans laquelle se trouve le pays, vous ne pouvez pas penser que c'est dirigé par les économistes, à mon sens. Est-ce que c'est non, réfléchissons un peu. Oui, réfléchissons calmement. Est-ce que c'est le message que vous lancez à cette jeunesse que c'est pas la peine d'étudier, c'est pas la peine de faire... Non, j'ai pas dit ça. Non, on réfléchit. Oui, de faire de grosses études, parce que si vous avez déjà une vision, je n'ai pas dit ça parce que moi-même, je continue à étudier, à mon âge. Ok. Alors... Vous voyez, j'étudie sur l'État, sur le problème de l'État. Il faut faire la différence entre les études et la vision. Mais il ne faut pas dire que les études sont mauvaises. Il faut la conscience. Les études ne sont... Voilà, c'est ça qui manque peut-être. Il faut la conscience. C'est pas le problème du diplôme. Je sais plus si c'est Montaigne ou c'est Rabelais qui disait science et sa conscience. Science et sa conscience. Et le professeur Liaou revenait beaucoup sur ça. Nous avons un problème aujourd'hui de la conscience. Regardez. C'est pas les études qui est le problème. Les études, ce sont des outils. Exactement. Ce sont des outils qu'on vous donne. Vous êtes doté des outils, des connaissances. Et puis après, vous devrez en faire un bon usage. C'est ce qui fait des fois avec les Congolais. Vous en faites pas bon usage, vous les politiques. Quand j'ai terminé les cours ici de sociologie politique, parce que j'aime bien, on nous a dit, quand vous terminez maintenant, pensez aux décisions que vous allez prendre, si vous avez l'opportunité de diriger ce pays, à quelque niveau que ce soit. Le Premier ministre, pour nous, en tout cas pour moi, les questions sont claires. C'est organiser les élections. Ça c'est la mission. Ça c'est la mission. La mission elle est claire. On n'a pas, on n'a pas besoin d'une vision sur ce que sera le Congo dans 50 ans, 70 ans. La globalisation, voilà. Pour être Premier ministre classique, il faut quand même. Voilà, bien entendu. Pour être Premier ministre, il faut un leadership. Moi je dis, il faut un leadership collectif, un leadership individuel. Leadership collectif. Si vous posez la question aux Congolais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent de leur pays, je ne suis pas sûr qu'ils aient une idée de ce qu'ils veulent de leur pays. Dans 50 ans, 10 ans, dans 20 ans. Il n'y a pas de vision. Quand un Congolais lambda dit que c'est Bino Batubotangide Bobumimboka, ont-ils raison? Oui, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Mais eux qui se détournent du pays, ils le tuent encore davantage. Comment ça? Parce que quand il ne peut pas y avoir un leadership sans peuple. Si vous voulez, par exemple, relever l'agriculture, il faut qu'il y ait des bras. Ce que nous disons ici, si les peuples ne s'investissent pas, si les peuples ne comprennent pas que le Congo, c'est son patrimoine, c'est son héritage.
Moi, quand je parle aux Congolais, je leur rappelle toujours, je leur dis en lingala, quand en lingala ou en swahili, souvent en lingala, que Congo ezali libula. Ça veut dire c'est un héritage. Vous devez avoir votre part. Vos droits à vous, ce ne sont pas des avantages, ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits naturels. Que les richesses du pays, que vous ayez aussi votre part, la redistribution. Et que les dirigeants que nous sommes, le président de la République, les premiers ministres, les députés, ce sont des locataires qui occupent les institutions pendant un temps donné, d'où la notion du mandat. Mais les propriétaires, ce sont des Congolais et qui doivent être vigilants sur la répartition des richesses, sur la production de celles-ci et leurs droits qui sont reconnus par la Constitution. Mais comment voter? Alors, s'ils se détournent de ça... Aujourd'hui, on ne sait même pas qui passe. Le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, vous demandez aux Congolais de choisir ses dirigeants, mais voilà. Ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, par rapport à ça, le Premier ministre, pour nous, il doit être celui qui doit être capable. Je ne dis pas qu'il doit affronter le président de la République, le problème n'est pas d'affronter, mais le président de la République, en acceptant cet accord, doit être un contrepoids. Voilà, en acceptant cet accord et en demandant même aux évêques de donner un petit coup de pouce pour que nous ayons l'inclusivité, ce que je pense, le président de la République est convaincu qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut qu'il y ait un Premier ministre qui puisse aussi collaborer avec le président de la République, mais que celui-ci aussi puisse se faciliter la tâche. Par exemple, les régies financières, le Premier ministre Matata en partant, il prend ses copains, il les nomme à la tête des régies financières. Quelques jours avant que M. Sami Badibanga n'arrive à la primature, vous pensez que M. Sami Badibanga, dans ces conditions, il va rassembler le moyen nécessaire pour, tant faire se peut, augmenter les salaires des gens, rassembler l'argent nécessaire pour organiser les élections quand l'argent arrive dans les caisses de l'État. Vous pensez que dans ces conditions, on trouvera de l'argent pour les mesures de décrispation? Parce que pour moi, les mesures de décrispation, c'est pas seulement sortir un opposant, ici ou ailleurs, à Bukavu ou en Bandaka, mais non. C'est quoi, les mesures de décrispation, ça devait être aussi pensé aux malades, aux gens qui ne peuvent pas se faire soigner, comme je vous ai dit, les cas d'un confrère de l'ISTI ici, qui ne peuvent pas se faire soigner. Les policiers qui n'ont pas des soldes assez substantiels, les militaires non plus, les étudiants qui ont des difficultés. Le social du Congolais, les épargnants, voilà. Du Premier ministre. Exactement. Les épargnants qui ont vu leurs économies s'effondrer. La banque, eh bien, qui n'a pas de moyens pour pouvoir jouer sa mission essentielle. Alors c'est une grande banque. Eh bien, cette banque-là, elle a besoin des mesures de décrispation de la part des autorités pour que les épargnants qui ont perdu leurs épargnes, les débiteurs, etc., puissent se retrouver le sourire. Voilà les mesures de décrispation qui peuvent concerner l'ensemble des Congolais et pas seulement quelques amis politiques. Résumez, votre pensée. Les études, oui, mais avec conscience. C'est pas suffisant. Il faut la conscience. Il faut la conscience. Les pères d'indépendance ont montré, n'avaient pas de longues études, mais la conscience, elle est parfaite. En dépit de divergences qui étaient parfois, qui les caractérisaient, notamment les relations entre Kasavubu et Lumumba, des relations qui étaient exécrables. Vous savez qu'à la table ronde, on l'a pas dit assez, à la table ronde, chaque fois que Lumumba arrivait dans la salle, le président Kasavubu se levait. Il quittait la salle. Et quand il y avait les événements du Bakwanga, le président Kasavubu en a profité pour le révoquer alors qu'il n'y a pas qualité. Vous voyez, c'est ce genre de climat. Mais au moins, ils avaient la conscience. Aujourd'hui, nous avons plein d'intellectuels parmi les hommes politiques, mais la conscience est nulle, zéro. Voilà, nous poursuivons, mesdames et messieurs, Journée internationale de la lutte contre la corruption. Et bien voilà, c'est vraiment, vraiment le cancer qui mine notre société, la corruption. Et bien, c'est condensé, consacré, en tout cas, à ce thème-là, qu'est la corruption, et puis la réaction de M. Kapiamba par rapport à la libération des prisonniers. Salle de réunion de l'ECOFIN, les cadres a été choisi par la PNAC, réseau des parlementaires africains contre la corruption, pour parler de la gangrène qui pourrit la société en RDC. Ici, les interventions des membres de la PNAC se sont succédées. Tous sont unanimes. Il faut barrer la route à la corruption et protéger la jeunesse contre cette inversion de valeurs. Dans le jeu des questions-réponses, Chevalier de la Plume et membres du réseau des parlementaires africains contre la corruption ont tenté d'établir les responsabilités à différents niveaux de la société, s'agissant de l'instauration de la corruption comme mode de vie en RDC. C'est la corruption qui est la cause de nombreuses guerres, des inégalités sociales, des viols, de la pauvreté, de la misère. Ne cherchez pas ça trop loin.
Si le budget est revu à la baisse, c'est à cause de la corruption. Parmi les invités, l'on pouvait remarquer la présence du coordonnateur du collectif 24, une structure œuvrant pour la promotion des droits des Congolais. Henri Longendia invite les parlementaires à voter la loi sur l'accès à l'information. Parce que la corruption se fait en secret, mais seul l'accès à l'information peut lutter cette histoire de secret. C'est comme ça que nous attendons d'eux qui s'investissent pour qu'à la session de mars qui vienne, que la loi relative à l'accès à l'information qui est au niveau de l'Assemblée nationale puisse être votée et promulguée par le chef de l'État. De deux, il n'y a pas que la justice qui consacre l'impunité. Nous pensons aussi que les députés aussi ont un pouvoir sur l'exécutif et qu'à chaque instant qu'il y ait des actes avérés de corruption, qui prêchent aussi par exemple faire tomber aussi les ministres, faire tomber aussi d'autres autorités qui interpellent au niveau du Parlement pour faire preuve de l'exemple. Comment bouter hors des frontières de la RDC sévissent lorsque l'on sait que corruption et impunité sont sœurs jumelles au pays de Joseph Kabila? Les avancées ne sont pas à chercher ici dans la salle. Les avancées, c'est-à-dire ce sont des actes concrets, notamment la libération de Moïse Monidela, la notification Antipas Mbusa Nyamwisi, Floribert Anzoulouni, de l'abandon de poursuites judiciaires qui étaient engagées contre eux, la libération de 4 militants de Lucha qui sont encore détenus à Goma, et 10 membres du rassemblement qui sont encore détenus à Goma. Nous avons 2 militants de Lucha en détention à Mbujimaï, un militant de Lucha ici à Kinshasa, 4 militants du mouvement citoyen contre Arebour arrêtés. Nous avons plus de 400 personnes qui sont concernées soit par leur détention alors que ces personnes sont bénéficiaires de l'amnistie depuis plusieurs années. Donc tous ces dossiers doivent faire l'objet de traitements, sans oublier les autres Congolais qui sont arrêtés en détention à travers le territoire national. Non, nous demandons principalement à la majorité, parce que c'est elle qui gère, c'est elle qui prend les décisions, d'exécuter sa part d'engagement, de donner les signaux réels pouvant traduire sa bonne foi et son respect de la parole donnée par la signature de l'accord du 31/12/2016. Monsieur Koudoura Kassongo, oui. Comment expliquer aujourd'hui l'expansion de la corruption en RDC? C'est toujours par ce manque de conscience des Congolais? C'est la faillite de l'État. Parce que d'après mes recherches et mes observations, c'est la faillite de l'État, madame. L'État, c'est lui qui garantit l'intérêt général. L'intérêt général, c'est garder l'argent dans les caisses de l'État. Cet argent va servir à construire les écoles, à construire les routes. Et l'intérêt général donne à l'État le droit de disposer de la force, donc de l'exercice légitime de la violence. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord, on doit vous contraindre à le faire. L'État aujourd'hui n'existe pas. L'État a disparu. Quand vous circulez dans la ville, vous voyez le désordre dans la rue. Des camions qui sont abandonnés. C'est ça qui fait d'ailleurs le bouchon. Les camions abandonnés, les gens ils stationnent n'importe où. Dans les entreprises, quand vous passez, j'étais à l'ONATRA il y a quelques temps, vous avez des retraités qui viennent, des retraités qui ont travaillé. Certains ont travaillé à l'époque, dit-il, de l'OTRACO, de l'ONATRA par exemple, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas considérés. Vous avez des rats dans le bâtiment de l'ONATRA, au deuxième étage. Vous allez, je vous ai indiqué ici l'autre entreprise de Kilomoto. On ne paye pas, 60 mois. Comment les gens vivent? Donc la justice aussi, donc l'impunité bat son plein, donc voilà. On ne sanctionne donc, pas ceux qui corrompent et tout. Il n'y a pas d'État. À mon avis, il n'y a que l'espace, il n'y a pas d'État. Le problème maintenant, c'est de commencer par faire en sorte que l'État existe. L'État à Koufa, comme on dit, l'État à Koufa. Il faut que les gens voient l'État. L'État, c'est cette puissance publique qui fait que lorsque vous êtes brimé,
que vous retrouviez vos droits, comme les cas que nous avons commencé, que je vous ai dit ici au début, le cas sur lequel nous avons parlé au début du journal, au début de l'émission. Madame, dans un pays normal, je suis heureux. Nous menons un combat aussi pour pouvoir amener nos amis à retrouver leur liberté. C'est bien. Comme oui, le cas qu'on a cité, mais c'est bien, mais c'est une honte. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République, pour un pays, que dans un pays, soit qu'il n'y a plus de poursuites, ce n'est plus un pays, ce n'est plus une République, soit quand il y a des poursuites, elles sont politiquement justifiées et pas judiciairement justifiées. Ça me pose un problème du fonctionnement de l'État. Et les prisonniers sociaux, qui les défendent? Ah, vous avez l'impression qu'on défend beaucoup plus les prisonniers politiques, genre Lucha. C'est bien. Non, je dis c'est bien, je le défends, je fais partie, c'est notre combat, nous, de l'opposition, les nôtres, nos camarades. Mais en tant que leader politique, la conscience n'est pas seulement des intérêts corporatistes. Il faut élargir pour tout le monde. Mais oui, les prisonniers sociaux. Et il y a dans la prison de Makala des gens qui étaient là depuis l'époque du président Mobutu, enfin après la chute du président Mobutu, ils sont là. Depuis 1997. Voilà, personne ne les défend, ils sont nombreux. Qui les défend? Vous avez des jeunes gens qui n'ont pas de travail, qui volent le téléphone, qui volent du pain. Les Koulouna aussi. Oui, les Koulouna. Ben, c'est vrai que ce sont des larcins, c'est punissable. Mais qui les défend? Vous voyez? Mais nous défendons entre nous, c'est bien. Les loups ne se mangent pas entre eux. Voilà. Donc vous battez que mais comme leader, je dois rester lucide pour dire que l'État ne doit pas fonctionner comme ça. Deuxième chose, les infractions, celles qui le sont réellement, il faut les réprimer. On ne peut pas être dans une république où les gens reviennent parce qu'ils sont puissants. Parce qu'ils sont politiques. Voilà, où ils sont politiques. Ils sont de la majorité ou de l'opposition. Voilà, ou de l'opposition. Demain, quand la majorité sera dans l'opposition, elle va se faire prévaloir de même droit. Ils vont se dire non, c'est les poursuites. Et un pays ne peut pas se gouverner comme ça. Donc ça montre bien que c'est vraiment la déliquescence de l'État, madame. De l'État. Nous allons prendre l'avant-dernier dossier, mesdames et messieurs, c'est bien la commémoration. Un État vit par ses souvenirs, par ses héros. Et bien nous allons nous souvenir aujourd'hui de Lumumba, Patrice Emery Lumumba et de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est ici à la place échangeur des Limétés devant les monuments de Patrice Emery Lumumba que la classe dirigeante élus du peuple, partisans et d'autres nationalistes au modèle des Lumumba se sont fixés rendez-vous pour honorer la mémoire de ces héros nationaux. L'instant a consisté uniquement au dépôt de gerbes de fleurs, du moins par les officiels, en commençant par le représentant du chef de l'État, suivi des élus du peuple et des membres du gouvernement, ainsi que des autorités militaires, avant le parti politique qui se réclame de l'idéologie lumumbiste. Occasion pour le chef de la maison civile du chef de l'État de rappeler les combats de Patrice Emery Lumumba. Théodore Mugalou a invité la classe politique à s'inspirer de son combat. Lumumba, Laurent Désiré Kabila, les pères de l'indépendance, ils avaient incarné dans leur cœur l'avenir du Congo, les promesses du Congo. Si vous lisez Ézéchiel 28, verset 14, vous verrez que tous les minéraux du jardin d'Éden sont au Congo. Et si vous lisez l'acte général de Berlin, article 8, il est dit que personne ne peut diriger le Congo s'il n'est pas d'abord accepté par les 14 puissances européennes. Quoi que l'on fasse, tous les nationalistes qui vont incarner l'idéal du Congo, on va toujours chercher à les assassiner. C'est pourquoi le Parlement doit se réveiller. Si on a assassiné Lumumba, Laurent Désiré Kabila, le Parlement n'était pas visible. Maintenant, il faut que le Parlement se réveille. À noter, Patrice Emery Lumumba reste un modèle pour les Congolais. D'autres n'hésitent pas à copier l'homme, même son accoutrement ainsi que sa coiffure, au-delà de son idéologie basée sur le nationalisme. 16 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila.
près de 15 ans que la nation congolaise se rappelle de lui au travers d'un culte d'action de grâce comme celui de ce lundi. Des instants commémoratifs qui ont connu la participation des forces politiques et sociales du pays, dont en première ligne figurait le président de l'Assemblée nationale représentant le chef de l'État, mais aussi le Premier ministre Sami Badibanga à la tête de l'équipe gouvernementale. Au-delà de la commémoration, le moment était propice pour une méditation autour de la pensée de Mzee Laurent Désiré Kabila. Une réflexion axée sur la démocratie, laquelle doit aller de la base au sommet, sur fond de l'autoprise en charge de la population pour relever le défi du développement du pays. Nous nous rappelons aussi l'appel pertinent de Mzee, demandant au peuple congolais de se prendre en charge, en utilisant l'intelligentsia locale et nationale, en entraînant le peuple à l'apprentissage de l'exercice du pouvoir, de la base au sommet, pour développer notre pays et rattraper notre retard économique. C'est autant dire que Mzee a fait sa part, il a combattu le bon combat, il a achevé sa course. Nous sommes à ce sujet tous interpellés sur notre responsabilité individuelle et collective devant notre beau pays, la République démocratique du Congo. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous? Et que ferons-nous pour sauvegarder la souveraineté et la cohésion nationale? Du centenaire protestant, destination mausolée de Laurent Désiré Kabila au Palais de la Nation. Ici, un instant de recueillement a été observé par tout celui qui, d'une manière ou d'une autre, tenait à rendre hommage à ce héros national. Ils ont été formés sur les idées maîtresses de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, et leur mission consiste à l'issue de cette formation à pérenniser les combats de ces deux héros nationaux de qui le parti travailliste tire ses origines. Ces militants du parti cher à Steve Mbikaï, 150 au total, sont considérés comme des petits Lumumba et Kabila, et le président du parti attend d'eux beaucoup de choses. Lumumba est mort il y a autant de décennies, mais Lumumba n'est pas mort. Laurent Désiré Kabila est mort il y a 16 ans, mais il n'est pas mort. Parce que nous avons Steve Mbikaï qui relaye avec d'autres Congolais aussi leur idéologie nationaliste. Nous attendons à ce nouveau Lumumba, à ce nouveau Kabila, à ce Mbikaï aussi qu'on a formé, de pouvoir relayer cette idéologie et faire en sorte que la majorité des Congolais deviennent réellement patriotes et puis nationalistes pour défendre les intérêts de la nation. Motif de satisfaction pour les formateurs qui disent mettre à la disposition du pays de vrais et nouveaux nationalistes. Mais que ce Steve Mbikaï n'est pas simplement une personne humaine, c'est aussi une pensée. Et cette pensée, c'est le solidarisme africain qui est défini comme idéologie de notre parti politique. Et ça a été donc une grande réussite, une grande fierté de faire comprendre à toutes ces personnes qui sont venues au parti qu'en plus de la personne, il y a les idées. Et ces idées, donc, c'est le solidarisme africain. Bénéficiaires de cette formation idéologique, les participants se disent eux aussi fiers de pérenniser ces combats nationalistes. Ce que je compte faire après avoir suivi la formation, c'est essayer un peu de parler aux autres de notre parti, parce que beaucoup ne savent pas de ce que nous faisons ici, dans le parti travailliste. Comme moi j'ai déjà un bagage sur notre parti, je pouvais aussi le partager avec les autres. La cérémonie a été marquée par la remise des brevets aux nouveaux nationalistes congolais, exercice auquel s'est livré Steve Mbikaï, président du parti. Koudoura Kasongo, oui. Vous êtes élite. Moi, je pose la question. Est-ce que Lumumba, c'est vraiment lui qui a impulsé cette indépendance? Parce qu'il y a ma fille aujourd'hui qui me pose la question. Est-ce que Lumumba est-il réellement héros national? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Qu'est-ce qu'il a fait pratiquement, Lumumba, pour ce pays? Lumumba, il a beaucoup fait pour le pays, en ce qui concerne l'éveil de la conscience. Et Lumumba, il s'est dépassé.
je constate... Il a été visionnaire. Oui, oui. Je constate un peu dans les propos du président Vital Kamerhe tout à l'heure, quand il parle du gouvernement, je vois qu'il s'efface. Il s'efface en dépit du fait que tout le monde l'attendait à la primature, en fait. Mais il s'efface. Je trouve beaucoup de noblesse dans ce qu'il fait. C'est ce que Lumumba, par rapport à votre question, Lumumba a fait. Monsieur Gaston Van Schoof, qui était ministre résident belge, ici au Congo, avant la proclamation d'indépendance du pays, il devait veiller à la mise en place du gouvernement qui devrait recevoir l'indépendance du pays. Et les relations entre le président Kasavubu et M. Lumumba n'étaient pas faciles. Vous savez que M. Lumumba, qui devait être président de la République. C'était quel régime à l'accession de l'indépendance? Bon, cette histoire est assez floue. C'était une institution, c'était vraiment le parlementarisme. C'est Lumumba qui avait presque tous les prérogatives. C'était le fédéralisme, en fait. C'était le fédéralisme et c'était un copier-coller de la Constitution belge. De la Constitution belge, voilà. C'était un peu ça. Alors, le Premier ministre Lumumba est allé voir le président Kasavubu pour qu'il entre dans le gouvernement. Le président Kasavubu, il a refusé. Et je pense qu'il a refusé... Comment le président Kasavubu entre dans le gouvernement? Oui. On ne devait pas avoir un président de la République? Non, non, c'est-à-dire que le président monsieur Lumumba avait remporté les élections. Ah, ok, oui, vous voyez, oui. Il avait remporté... Le MNC à l'époque. Oui, il avait remporté les élections. C'est ce que je trouvais dans mes recherches. Et puis, le président Kasavubu avait refusé. Que son parti ou lui là-bas. Il avait refusé de coopérer parce que je pense qu'il était soutenu aussi par les Belges parce que le Belge disait que si M. Lumumba arrive au pouvoir, il va tout gâcher. C'était ça l'expression. Et pourtant, M. Lumumba, quand vous lisez bien ses discours, il n'était pas anti-belge. Il voulait seulement... Était-il communiste? Non, pas du tout. Il était comme vous aimez le Congo, avec beaucoup de passion, comme moi d'ailleurs, c'est tout. Mais il n'était pas communiste, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et dans ce discours, il a même demandé au peuple de rester travailler avec le Congolais. Seulement, il voulait que les conditions sociales soient plus ou moins les mêmes. Voilà. C'était juste ça. Moi, j'ai lu beaucoup de ces discours. Alors, après, M. Lumumba a échoué dans sa mission. Il a échoué. Quelle mission de Lumumba? De former le gouvernement. Voilà, de former le gouvernement avec le président Kasavubu, qui est venu, Kasavubu, devait être son premier ministre, il a refusé. Il a abandonné. Après, on était à une semaine avant la proclamation d'indépendance. Et le mardi 23 juin, on a finalement trouvé un gouvernement parce que le roi ne pouvait pas proclamer l'indépendance du pays dans un pays qui n'a pas de gouvernement. Alors on a changé de rôle. Le président Kasavubu, lui maintenant, est allé rencontrer le Premier ministre pour que celui-ci accepte de venir au gouvernement, s'il y avait la majorité, etc. Alors Lumumba lui a dit, mais quand vous avez le toupet, mais moi je vous ai demandé la même chose, vous avez refusé, vous venez me demander moi d'accepter ce que vous avez refusé d'accepter quand je vous ai proposé, quand je vous ai fait la même proposition. Mais il s'est dépassé. Héros national, oui, la CI a proposé 7 milliards anciens de dollars pour qu'il abandonne la vision qu'il avait du pays et qu'il serve les intérêts des Américains. Il n'a rien laissé à sa famille. Comme Che Guevara non plus n'a rien laissé à sa famille dans la lettre qu'il avait adressée au président Castro, il l'avait dit. Vous voyez, Lumumba. Alors, par rapport maintenant à la symbolique, parce que j'ai vu les images, chaque année, nous célébrons. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne perd pas de sa saveur. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est que les messes. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? La famille. Oui, il faut trouver des mécanismes. À part les messes, moi je trouve il y a un geste que le président Kabila avait fait qui était très louable. Il avait élevé M. Christophe Ngbenye. Vous savez, quand les nationalistes avaient été persécutés, poursuivis par le président Mobutu, et que presque le 3/4 du pays était récupéré, parce que quand Lumumba a été assassiné, il y avait une répression. Et les nationalistes, ce qu'on appelait les moulélistes, les partisans de Pierre Moulélé, les moulélistes, ils ont ouvert des maquis dans le Koulou, etc. Ngbenye, il a fait la même chose dans la province orientale, et Soumialo Gaston a fait la même chose dans le Kivu. Voilà. Au Katanga, il y avait... Non, au Katanga, c'était déjà la sécession, et dans le Sud Kasaï aussi. Et donc, Ngbenye était là-bas, dans la plus populaire, avec les Ndongo Boulanyati, et le président, pour lui permettre quand même d'avoir un minimum de conditions de vie dignes, il a élevé
dans la dignité des héros, je ne sais pas comment on l'appelle, le cordon, quelque chose comme ça, les chevaliers des héros nationaux. C'est une très bonne chose. Mais la famille, parce que nous avons besoin d'un modèle, madame, pour qu'il y ait des gens qui sont prêts à mourir pour le pays, qu'il s'agisse des militaires ou des hommes politiques, etc., il faut que la nation leur soit reconnaissante. Par rapport à leur famille? Oui, par rapport à même. Quand vous avez des militaires... C'est un peu comme les Arabes, c'est pas qu'on faisait quand vous avez, je vois un handicapé, un cul de jade, comme on l'appelle en français, un monsieur qui s'appelle Kibasa, qui est dans la ville de Kinshasa, qui est dans un fauteuil, qui n'a rien, alors qu'il a sacrifié sa vie pour le pays, et ils sont nombreux comme ça, des militaires, des personnes qui sont abandonnés, ça n'encourage pas les jeunes à mourir pour le pays. Quand je vois la famille, parce que j'en connais quelques-uns, que la famille Lumumba me pardonne de le dire, il faut que la famille Lumumba, la famille Mpozo, Poyo, la famille Okito, ils doivent être dignes et être gratifiés par la nation. Il y a un compagnon encore de Lumumba que j'ai vu il y a quelques jours, M. Boukassa, qui habite non pas ici à Lingwala ici. Je l'ai vu, je parle avec lui, je lui dis, tu es l'ami de Patrice. Il me dit, quel Patrice? J'ai dit Lumumba. Il a commencé à pleurer tout de suite. Il a dit, c'était un grand monsieur pour ce pays. Vous voyez? Donc, il faut trouver c'est symbolique. On a été, j'ai été en janvier, c'était ma première mission, et je suis allé à Lumbashi, à Chilatembo. Là où, effectivement, on a assassiné Lumumba. Là où on l'a découpé, voilà. On l'a dit, ce belge qu'on a suivi dans un documentaire. Exactement, c'est à Chilatembo. On l'a découpé, on l'a mis dans l'acide et tout ça. C'était réel? C'était pas Lumbashi, c'était réel. Okay. On les a amenés dans la forêt. Et Lumumba a été le dernier à être assassiné. On les a à la va-vite, on les a enterrés, et puis le corps n'était pas suffisamment enseveli, les villageois ont vu, et puis les nouvelles, la rumeur est arrivée, le bruit est arrivé aux oreilles de l'autorité, on a sorti le corps, on les a dépecés. Eh bien, à Chilatembo, il était prévu qu'il y ait un mémorial du Mais c'est en construction, je veux dire. C'est en construction. Je ne sais pas, mais il faut le faire pour qu'il y ait d'autres talents, d'autres ambitions, d'autres volontés pour le pays. Il faut qu'il y ait des gens comme ça qui ne laissent rien pour les familles et qui sont prêts à brûler pour les autres, les dons de soi. Et en cela, le monsieur Lumumba, c'est vraiment un héros. Comme aussi Moussa est un héros national par rapport aux idées qu'il avait, par rapport au combat qui était le sien, c'est lui d'abord de défendre le Congo d'abord avant les autres intérêts. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par la réforme de l'atelier sur la réforme de l'administration, et les déclarations des biens et avoirs de quelques membres du gouvernement. La problématique de l'administration demeure le tendon d'Achille de la RDC. La réforme lancée depuis 2003, d'abord sous le pilotage de la fonction publique, ensuite celui du Premier ministre, fait face à des obstacles, notamment dans sa mise en œuvre. Ces difficultés ont été rappelées au ministre d'État à la fonction publique par le syndicat Transparence et Justice sociale. À son tour, Michel Bongongo va prendre le soin de les rappeler à ses collègues du gouvernement, essentiellement des ministères concernés par cette réforme. Le plan, le budget, le portefeuille, la santé, l'agriculture, pêche et élevage, sans oublier l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ou encore les infrastructures et travaux publics. Il s'agit notamment de la notification des agents affectés dans les structures standards des ministères de l'Environnement et des Finances, l'effectivité de l'installation des structures standards dans les ministères de l'EPSP, du budget, des finances et de l'environnement, les actes de nomination statutaire, ordonnances ou décrets en faveur des agents qui ont réussi au concours. Après cette évaluation, place au concret. Lundi, nous aurons une réunion de travail avec les secrétaires généraux des ministères concernés avec des propositions de solutions concrètes. Et une fois que l'on a terminé ce travail avec les secrétaires généraux, nous irons alors vers les agents. Le débat, le dialogue avec les agents, à travers ce que nous avons déjà annoncé, c'est-à-dire les ateliers.
Pour Michel Bongongo, la réforme de l'administration publique vise la refondation du pays au travers de son administration appelée à être le socle même du développement de la RDC. Oui, M. Koudoura Kassango, avant de terminer, la déclaration des biens et avoirs de quelques membres du gouvernement, est-ce que c'est vraiment une action qui doit se perpétrer pour savoir un peu leur capital, un peu comment ça se présente? Ils entrent pauvres, comme certains les disent, ils en sortent riches. Les gens ne comprennent toujours pas comment ça se passe. Bon, d'abord, le principe lui-même, il est inscrit dans la Constitution que, en entrant au gouvernement, que les ministres puissent déclarer leurs biens, en sortant aussi, en quittant le gouvernement. Bon, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est celui du fonctionnement de la démocratie, encore une fois. Bon, une fois que les ministres auront déclaré leurs biens, bon, on fait quoi? Et s'ils se sont enrichis, est-ce qu'il y a des enquêtes qui peuvent être menées pour dire le droit? Moi, je ne crois pas. Donc, là encore, c'est du tape à l'œil. La République a prévu dans l'arsenal judiciaire, dans le code des infractions, on a prévu la répression, ça concerne par exemple la pénalité, la concussion, les avantages que l'on obtient du fait de la fonction ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci. Ce sont des infractions qui sont prévues, la concussion, mais il n'y a aucun magistrat. C'est l'impunité toujours. C'est l'impunité toujours. Donc ça, c'est du spectacle. C'est vraiment du spectacle, ça. Les infractions, s'il y avait réellement une volonté de pouvoir dire le droit, mais il y a des situations, je vous ai parlé ici de la situation ICPT un peu partout, ça ne marchait pas. Par rapport à l'administration congolaise aujourd'hui, est-ce que vraiment l'administration congolaise joue vraiment son rôle dans ce pays? Non, pas du tout. Regardez, en Suisse par exemple, qu'est-ce qui a fait échouer l'administration congolaise? Et pourtant, sous l'époque coloniale, sous les Belges, l'administration était carrée et tout. Et tout, quand on disait de quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, c'était un monsieur, mais aujourd'hui... Mais quand les Belges sont partis, on dirait qu'ils ne sont pas avec l'administration, on dirait. Parce que l'administration, c'était quoi? C'était les écoles, les bonnes écoles, où nous avons été étudiés, nous avons été dans les écoles laissées par les Belges, vous voyez, dans les communes, dans les établissements secondaires, dans les laïcs, comme on appelait. Mais avec la situation, la guerre, les gens à part ceux qui avaient 6 ans post-primaire, et parfois 4 ans, c'était ça le niveau. 4 PP, on appelle ça les 4 PP, 6 PP. 4 ans post-primaire, c'était ça le niveau. Mais ils étaient bien formés. Mais après cette génération, plus rien. Bon, maintenant, il y a quand même un effort qui est fait au niveau de la fonction publique. On veut former les personnels qui veulent vraiment se consacrer à l'administration. Mais l'administration... C'est le rôle de l'ENA? Oui, l'ENA, je pense. Mais l'administration, c'est le socle. Comment voulez-vous que l'État... Mais c'est l'administration qui donne les avis pour l'État. Les ministres, ils décident seulement, mais les avis proviennent des administrations. Les avis techniques, hein. Les avis techniques. Et les pouvoirs font, en principe, exactement ce que leur recommandent ceux qui travaillent dans l'administration. C'est pour ça qu'on dit administration Bush, administration Trump, voilà. Administration... Non, l'administration... Chez eux, c'est différent. Chez eux, c'est différent. Quand le président, quand le président vient, il vient avec tout le personnel. Avec tout le personnel, voilà. Okay. L'administration, je vais vous donner un exemple. L'administration, si on avait une administration performante, on devait savoir à la minute près, dès qu'un individu déclare son patrimoine, il va déclarer à la Cour constitutionnelle. Mais dans les minutes qui suivent, la DGRA devait savoir parce qu'il faut prélever, il faut fiscaliser. Si on a un couple, si on constitue un nid fiscal, on doit savoir. L'impôt, etc., on doit savoir. La brigade financière contre la fraude doit savoir exactement. Donc, une administration moderne doit être connectée de manière à partager certaines données. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, c'est certaines données. Vous voyez, on doit savoir que tel individu a payé ou il n'a pas payé, qu'il a de l'argent dans un compte, ou il est autorisé ou il n'est pas autorisé, qu'il y a une évasion fiscale. C'est toutes ces questions que l'administration moderne doit pouvoir régler. Voilà, mesdames et messieurs, donc merci à Koudoura Kassango d'être passé à la barre. L'expression
est consacré. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et ceux qui se demandaient si Koudoura Kassongo était encore vivant. Et bien voilà, vous l'avez eu pour ce dimanche. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité à cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Merci et bon début de semaine à tous les journalistes, précisément aux journalistes de Journalistes en Action. Nous nous retrouverons avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.